cette deuxième table ronde s'intitule « Quelle structuration pour une filière en plein essor ?» Donc après le voyage de ce matin, on va rentrer dans les coulisses en fait, de ces différents métiers liés à l'herboristerie. On va voir comment les personnes se forment. On aura encore une fois une herboriste de comptoir qui va nous parler de son activité. Comme ce matin, vous pourrez poser des questions à la fin des interventions. Et donc, on va commencer par écouter Thierry Thévenin. Donc, il est paysan herboriste et porte-parole du syndicat Simple. Donc, ce matin, on a défini tout ça, la notion de paysan herboriste, le syndicat Simple. On en a parlé aussi ce matin. Alors Thierry Thévenin, en plus de sa ferme qui s'appelle Les Herbes de Vie, il transmet les savoir-faire autour des plantes médicinales lors de formations. Et il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages comme Le Plaidoyer pour l'herboristerie, qui est sorti en 2013 aux éditions Actes Sud. Et ce livre propose justement une mise en perspective historique du métier d'herboriste. Et c'est vrai qu'il peut être intéressant parfois de regarder ce qui est arrivé dans le passé pour mieux appréhender les problématiques actuelles, et notamment en termes de reconnaissance officielle des statuts. Voilà, donc je te passe la parole, Thierry. Bonjour à tout le monde. Il faut appuyer. Là, c'est mieux comme ça, non? Voilà, merci. Merci Joël, merci Guillaume, merci Marie-Pierre, Marie, merci à tous d'être là. Voilà, donc je vais essayer de faire un peu bref. Moi, je voulais venir surtout pour témoigner peut-être pourquoi je suis là et pourquoi on se retrouve là ensemble. Et effectivement, je m'intéresse beaucoup à l'histoire. C'est une espèce de longue histoire dont on fait partie. Et avec des hauts, avec des bas, avec des moments de respiration, puis des moments où on est un peu plus pris à la gorge. Et donc voilà, c'est ce que j'ai entendu ce matin. On est dans cette situation où en ce moment les choses se resserrent un peu, mais j'ai toujours très confiance dans l'avenir et je pense qu'il faut simplement tenir bon. Alors pourquoi je suis là? Je crois que ça remonte d'un petit peu loin. Donc, paysan herboriste, on va voir un peu ce que c'est, mais je ne vais pas réexpliquer tout le métier puisque Marie l'a très bien incarné ce matin et vous avez compris de quoi il s'agit. Mais maintenant, pour aller un peu plus loin, pourquoi on a voulu un petit peu se structurer à travers la fédération, avant d'ailleurs avec le syndicat Simple, et pourquoi on a voulu se rassembler, c'est que c'est un métier qui est un peu compliqué, qui peut paraître évident quand on a l'intention de le pratiquer au début et qu'on ne sait pas. Et au fur et à mesure qu'on le pratique, on s'aperçoit qu'on s'engage dans une complexité et que c'est vrai que c'est bien de se rassembler. Moi, j'ai voulu amener 3 plantes avec moi. Ça, c'est des choses que j'ai connues quand j'étais petit. Donc pour moi, c'était une évidence que des choses comme ça, c'était pas du tout un problème d'aller cueillir ça au jardin. Il y a du bleuet, il y a du souci, on trouve ça dans tous les jardins de grand-mère. Du plantain, en général, on marche dessus. Pour moi, naïvement, quand j'étais très jeune, avant que je m'installe, je me dis, ça, tout le monde peut faire ça, et je vois pas où est le problème d'aller ramasser des plantes comme ça pour se soigner, parce que j'avais une arrière-grand-mère, une grand-mère qui connaissait bien les plantes, qui m'ont montré ces plantes-là, qui m'ont appris à les récolter, et qui me disait que ça avait des vertus, que si on se faisait piquer par un insecte, le plantain, ça avait des propriétés antivenimeuses, ça allait soulager la piqûre. Si on avait une conjonctivite, alors c'est un gros mot en herboristerie parce qu'on est dans le domaine thérapeutique et que normalement c'est réservé aux médecins, mais ma grand-mère, elle connaissait le mot conjonctivite. Elle disait une tisane de bleuet et tu la laisses refroidir et ça soigne, et plein de choses comme ça. Et donc moi, naïvement, à une vingtaine d'années, je me suis formé à l'époque au CFEP à Nyons. Je suis allé un peu la fleur au fusil, ou la fleur à la faucille plutôt d'ailleurs, à dire moi ça me plaît, j'ai envie de transmettre ce savoir dont j'ai hérité, je me sens héritier de ça, et j'ai envie de le pratiquer. Et puis il s'est trouvé qu'il y a des gens à qui ça plaisait, donc j'ai fait des marchés, j'ai vendu, et il y avait des gens que ça intéressait, donc voilà, tout va bien. Après, j'ai rejoint des gens du syndicat Simple à la fin des années 80, début des années 90, et j'ai rencontré plein de gens absolument aussi enthousiastes, des Provençaux, des gens des Vosges, des gens des Pyrénées, des gens de la Haute-Loire, qui, comme moi, avec une certaine insouciance, essayaient de sauver ce savoir, cette culture des plantes, à savoir que voilà, on va chercher des plantes. C'est pas toujours les mêmes, parce que si on habite dans les Vosges ou en Provence ou dans les Pyrénées-Orientales ou en Bretagne, on n'a pas forcément les mêmes plantes.
On est quand même un pays qui est très riche du point de vue floristique, étant donné qu'on a la Manche, l'Atlantique, la Méditerranée, de la haute montagne, des plaines. Donc tout ça, ça fait une culture très riche et très diversifiée. Et tout le monde pratiquait ça avec une certaine insouciance. Et petit à petit, la prise de conscience s'est faite, et le syndicat SAM d'ailleurs a reposé sur ça, et plus tard la Fédération des paysans et herboristes. C'est en fait comment on va faire pour continuer d'exister alors que finalement on est dans une véritable insécurité juridique et réglementaire. On est un métier qui, moi j'appelle ça le métier qui ne veut pas mourir, mais on a un métier qui est finalement en prise à des difficultés réglementaires depuis des siècles. Ça fait vraiment très très longtemps que ça dure. Et ces 3 plantes-là, j'ai appris à mon insu, par exemple, que j'étais complètement hors la loi. Donc voilà, j'aime bien dire les choses comme elles sont, et tant pis, c'est une certaine forme d'exposition. Mais aujourd'hui, quand je vends ça, je suis hors la loi. Ces plantes-là, aujourd'hui, normalement, aussi banales qu'elles soient, et connues de toutes les grand-mères françaises, de métropole ou d'outre-mer, je crois que quelqu'un des outre-mer va parler tout à l'heure, on est hors la loi aujourd'hui quand on vend ça en France. Et je l'ai su un peu brutalement en 2001 ou 2002. On a été co-inculpé avec un petit groupe de producteurs des simples qui s'appelait Biotop des montagnes, et on a été condamné au tribunal d'instance de Nîmes. On est obligé de faire appel, un procès en appel. Enfin, tout ça, ça fait une prise de conscience. Et donc, depuis ce temps-là, cette structuration elle passe vraiment par une volonté de reconnaissance, de dire non, on n'est pas des délinquants, non, on n'est pas une perte de chance pour les Français, non, on n'est pas des dangers publics, on n'est pas des gens qui ne connaissent rien. On a au contraire, ça a été démontré ce matin avec Marie et différentes interventions, qu'il faut vraiment justement beaucoup de connaissances et beaucoup de compétences pour pratiquer ce métier. Alors on reste modeste, on n'est pas des tout-puissants ou des dieux vivants, on ne sait pas tout, mais en tout cas on s'informe, on se forme. Alors, je l'ai dit ce matin, ça commence à poser problème maintenant dans ce pays, parce que même si on cotise en tant qu'agriculteur pour pouvoir se former et faire de la formation continue, qu'on aurait le droit à pouvoir se former pour continuer de progresser, parce que c'est quand même aussi, on l'a compris aussi ce matin avant différentes interventions, c'est pas quelque chose de statique. On pratique pas l'herboristerie du Moyen-Âge. En ce moment, il y a une énorme mutation qui se passe en termes environnementale et climatique, par exemple. Donc ça suppose de comprendre mieux et peut-être de faire de manière moins empirique ce qui se passe dans un sol et la réaction à la sécheresse, aux tempêtes, aux aléas climatiques. Il y a aussi énormément de données scientifiques qui arrivent sur les contre-indications des plantes, sur leurs possibilités, sur leurs précautions d'emploi. Tout ça, il faut se tenir au courant. Donc l'enjeu des paysans herboristes et du 5 à simple, c'est de continuer à moderniser ce métier, à l'incarner de manière moderne, et donc se structurer pour ça. Donc ce qui nous caractérise, c'est effectivement d'aller de bout en bout, Marie l'a dit, de la graine jusqu'à la tasse du consommateur. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ce lien au terroir et au territoire, il est vraiment réel. On a quand même 1500 espèces médicinales qui avaient été recensées par Fournier, Paul Fournier, dans les années 40. Aujourd'hui, c'est même encore enrichi, parce qu'il y a des plantes exotiques qui sont arrivées. Aujourd'hui, on a 7000 espèces dans la flore française, sans compter les outre-mer. Là, si on compte les outre-mer, et j'espère que tout à l'heure, on pourra entendre Nicolas Choisy qui parlera de la Réunion, là, on est peut-être un des pays les plus riches de la planète au niveau plantes médicinales. Parce que si on additionne les plantes des Mascareignes, des Antilles, de Nouvelle-Calédonie, de Guyane et de métropole, là, on a peut-être 15 000 plantes médicinales. En réalité, sur le territoire français, en potentiel, c'est absolument énorme. Donc, c'est quelque chose qui est immense, qui nous dépasse, mais que nous, on a envie de faire partie de cette histoire-là. Donc, comment on s'est organisé ? Donc c'est par une mobilisation qui est assez importante, parce que donc je le répète, on part de zéro. On n'existe pas. En 2002, on était condamnés dans un tribunal par la justice française comme des hors-la-loi, comme des gens qui pratiquaient quelque chose qui n'était pas légal, c'est-à-dire on était hors cadre de la pharmacie, on était censé à l'époque rester des simples producteurs de matières premières pour l'industrie ou pour les négociants. Alors j'ai rien contre les gens qui font ça, il faut que les industriels aient des producteurs qui leur fournissent des plantes. Les négociants, les herboristes de comptoir, ils ont besoin de producteurs, mais
et moi, ce que je défends, c'est aussi qu'on puisse, même si on ne va pas fournir la population française, parce qu'on n'en a pas les moyens, parce qu'on est sur des petits volumes de production et des micro-surfaces, on a légitimité à exister. Donc, en fait, il a fallu partir de zéro et essayer de démontrer qu'on pouvait, aujourd'hui, en 2025 ou 2026, avoir en France une profession de quelqu'un qui connaît les plantes médicinales, qui est capable de les cueillir, de les transformer, de les conseiller, d'aller bout en bout, et que ça soit légal. Et paradoxalement, ça s'est fait comme ça. Mais finalement, on est peut-être, depuis 1941, les premiers qui avons pu mettre officiellement le mot herboriste dans un certificat officiel reconnu par le gouvernement français, donc par France Compétences. Et j'espère que c'est qu'un début. Moi, j'espère que demain, le RNCP, il y aura aussi des herboristes de comptoir, il y aura aussi des praticiens en herboristerie, qu'il y aura toute cette myriade de pharmaciens herboristes, et toute cette myriade de métiers qui composent l'herboristerie, qui puissent être reconnus. Bon, voilà, nous, on a entrouvert une porte. Ça demande beaucoup d'efforts. Et ça veut dire que c'est pour ça que même si aujourd'hui, il y a des gens pessimistes, il ne faut pas baisser les bras. C'est un peu une carotte qui recule au fur et à mesure qu'on avance, c'est vrai, la question de l'herboristerie, mais on avance. Et la carotte, du coup, elle avance aussi. Donc là, par exemple, vite fait, pour donner quelques chiffres, cette mobilisation, on a commencé à vouloir ce que ça vienne du terrain. Donc il y a déjà eu une enquête qui a été proposée en 2021 auprès des gens qui vendaient sur le terrain, qui pratiquaient ce métier, qu'on avait identifié comme pratiquant ce métier. Et donc on a lancé un questionnaire avec différents réseaux, le réseau des simples, la FNAB, enfin tous les réseaux qu'on pouvait, auprès des agriculteurs. On a eu 133 réponses exploitables, où les gens avaient répondu, il y avait une quarantaine de questions, et dont pas mal de questions ouvertes. Donc c'était un gros travail de dépouillage qui a été présenté à l'Assemblée générale de la Fédération des paysans herboristes, donc a été validé ou reconnu. On a dit oui, ok, on se reconnaît là-dedans. Et après, il y a eu 18 mois de travail avec 12 bénévoles. On a été accompagné par Corinne Hugon, qui est malheureusement pas là pour des raisons de santé, qui devait m'accompagner, qui est donc quelqu'un qui est professionnel pour l'accompagnement, pour la certification professionnelle. Et donc ces 12 professionnels ont construit ensemble, on a construit ensemble notre référentiel métier. On voulait que ça parte d'une réalité. On ne voulait pas dire, par exemple, moi je suis Thierry Thévenin, je fais ça depuis 40 ans, je sais ce que c'est qu'un paysan herboriste. Ça n'aurait pas forcément eu du sens. On ne voulait pas que ce soit non plus d'autres personnes qui peuvent être dans la salle. On a dit qu'il faut que ça soit construit de la réalité, de ce qui se passe sur le terrain dans les différentes régions. Donc ces 12 personnes ont repris ces 133 questionnaires. Tout ça, ça aboutit à un référentiel métier, un référentiel de formation et aussi un référentiel pour l'évaluation, pour la certification de ce métier-là. Et ça, donc, ça a été présenté à France Compétences. Il y a eu, comme la mission de Joël Labbé, enfin du rapporteur Joël Labbé, on a eu les mêmes difficultés pour faire passer notre proposition, parce qu'il y a eu les mêmes freins, les mêmes blocages et les mêmes organismes qui sont montés au créneau plus ou moins discrètement. Donc le mot qui fâchait, ça a été comme pour la mission 2018, c'est le mot herboriste. Nous, on a fait un bras de fer, hein, qu'on a gagné, heureusement, mais pour moi, c'était pas négociable. Je ne voyais pas pourquoi on n'allait pas. En plus, on ne disait pas métier de herboriste, on disait paysan herboriste, mais je me disais, c'est du français, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est identifiable. Les consommateurs, après, ils vont comprendre implicitement de quoi il s'agit. Ils savent qu'on est des paysans, mais ils savent qu'on est spécialisé sur les plantes médicinales. Et ce n'est pas un mot tabou, et je ne vois pas pourquoi on le lâcherait. Donc, on n'a pas lâché prise. Et donc, on a eu gain de cause. Mais c'est vrai que ça faisait peur, toujours au pouvoir public qui sont en charge des questions de santé. Il y a vraiment un traumatisme historique, complètement idéologique, qui n'a aucun sens, à mon avis, parce que la dangerosité des plantes, elle existe. Il y a quelques accidents, il y a eu quelques accidents mortels avec des plantes. On le sait par les centres antipoison. C'est quand même vraiment ridicule au regard de la iatrogénie médicamenteuse ou des interactions médicamenteuses ou des problématiques de maladies qu'on peut attraper à l'hôpital. Je peux lever le doigt, et à mon avis, je ne suis pas le seul dans cette salle. Donc voilà, c'est un truc purement idéologique. Mais voilà, on a réussi donc à passer ce cap. Et donc, effectivement, donc, depuis 2 ou 3 ans, il y a cette reconnaissance qui a été faite par les pouvoirs publics comme métier émergent. Voilà, vaut mieux en sourire, hein, mais on est un métier émergent. Voilà, c'est tout nouveau, ça n'existait pas avant. C'est vrai, du point de vue de la légalité.
donc beaucoup de choses ont été dites, donc on va passer vite, mais on a décliné donc cette formation en 5 blocs et qui reprend en fait ce que nous a incarné Marie ce matin, à savoir qu'effectivement il faut avoir des compétences pour la cueillette. Ça passe par des compétences bien sûr en botanique, mais pas que botanique. Il ne s'agit pas juste de ne pas se tromper de plantes. Il faut aussi, quand on arrive dans un écosystème, il y a beaucoup de plantes médicinales qui sont cueillies, être capable d'identifier la flore dans son ensemble sur le lieu. Parce qu'on est aujourd'hui dans une situation d'érosion de la biodiversité qui est vraiment très importante. Il y a beaucoup de plantes menacées. Et parfois, en cueillant, il ne s'agit pas d'aller piétiner ou mettre en danger une espèce rare ou menacée ou protégée, alors que ce n'est pas celle-là qu'on a voulu, quoi. Je pense par exemple aux orchidophiles un petit peu passionnés qui vont tout piétiner sur leur passage pour aller faire leur photo d'orchidées. Si ça se trouve, ils détruisent des plantes beaucoup plus rares que celles qu'ils sont en train de photographier. Bon, ben nous, en tant que paysans herboristes, on veut que les gens soient formés pour savoir où ils mettent les pieds, qu'ils puissent respecter l'environnement dans lequel ils travaillent. Avoir des notions aussi d'écologie, de gestion de la ressource. Bon, ça a été évoqué avec l'intervention d'Émilie pour l'AFC, mais c'est vrai que c'est encore très empirique, on manque. Heureusement, l'AFC travaille beaucoup sur ce plan-là. On manque encore beaucoup de données scientifiques, mais on sait quand même, et de manière scientifique et documentée, que le seuil de prélèvement d'une espèce dans un site est extrêmement important. Si on ramasse, par exemple, 80, 70, 80 ou 90% d'un site, il y a un très grand risque que les pollinisateurs ne viennent plus à l'endroit parce que ça ne les intéresse pas. C'est un petit peu comme vous, hein, si vous avez une boutique où vous trouvez tout ce que vous voulez, vous y allez, tout le monde s'y bouscule et fait la queue. Alors que s'il y a un petit truc où il y a 3 paquets de nouilles et 2 paquets de café, pas celui que vous cherchez, ben vous n'y allez plus jamais. Et il disparaît. Les plantes, c'est pareil. Si on va trop fort dans le prélèvement, on peut, même si on en a laissé, on se dit, oh, il y a des graines, c'est pas grave. En fait, à long terme, déjà, les pollinisateurs, ils n'ont pas besoin des cueilleurs pour être mis à mal. En ce moment, ils ont bien assez à faire avec les pesticides et les dérèglements phénologiques entre faune et flore qui posent problème aussi avec le dérèglement climatique. Donc bref, tout ça, il faut qu'on soit à la page, il faut qu'on soit au courant, il faut qu'on soit formé pour ça. Ça veut dire qu'on essaie d'être vraiment conscient de ce qu'on fait. Donc pour garantir un peu de biodiversité, parce que comme on aime notre métier, on a envie que d'autres puissent le faire après. On n'a pas envie d'être les derniers des Mohicans, quoi. Et la culture, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de plantes. Le calendula, je ne sais pas où il est. Oui, il est là. Ça c'est inconnu à l'état sauvage. Voilà, il y a quelques plantes comme ça, l'artichaut. Et il y a des parents sauvages, botaniques, qu'on connaît. Donc l'artichaut a un parent botanique dans les steppes tunisiennes. On pense que c'est une domestication issue de cette espèce-là. Le calendula, il y a beaucoup de calendula sauvages au Maghreb. On en a un en France méridionale. Mais en fait, calendula officinalis, personne ne sait son origine sauvage. Donc évidemment, il y a des plantes qu'il faut cultiver. Donc la mise en culture est importante. Et donc là aussi, ce qui caractérise les paysans herboristes, c'est qu'on est sur de l'agriculture agroécologique, à taille humaine, voilà, où on considère, ça c'est dans le préambule du cahier des charges simple, que le sol, c'est un partenaire. C'est pas un support de production. On ne fait pas d'hydroponique, on n'est pas là avec un espèce de support minéral dans lequel on va injecter des sauces qui vont nourrir. On est sur un partenaire. C'est quelque chose de vivant et qui est durable. Voilà. Et puis la commercialisation, et c'est là où notre métier est le plus compliqué, c'est que donc alors, on a une certaine marge de manœuvre, alors pas celle-ci, hein, mais on a 148 plantes qu'on a le droit de vendre, mais d'une manière un petit peu compliquée, parce qu'en fait, quand on vend des plantes médicinales, c'est pas forcément comme une baguette de pain, un croissant ou un saucisson. Très rapidement, inévitablement, et dire le contraire, c'est de l'hypocrisie, le client va vouloir avoir des informations sur leurs vertus. Et très souvent, de plus en plus, il y a une culture des plantes qui monte dans la population, aussi de savoir est-ce que je peux en prendre, est-ce que ça ne pose pas de problème, est-ce qu'il n'y a pas des contre-indications. Donc, ils ont besoin d'un accompagnement. Et ça, c'est dire autre chose, c'est de la parfaite hypocrisie. Donc là, nous, on devance ce que j'espère le législateur va pouvoir enfin mettre en œuvre, c'est qu'on n'attend pas que la loi soit là pour la sécurité des Français. On estime qu'on ne peut pas vendre aujourd'hui de plantes médicinales si on n'accompagne pas la vente d'un certain nombre de conseils et de mise en garde. Et, enfin voilà, ça a été dit par les personnes qui représentaient les arboristes du comptoir ce matin. Le public a beaucoup d'informations via la presse grand public, via Internet, via les réseaux sociaux,
nous, comme les arboristes de comptoir, on est là comme une espèce d'interface où les gens ont un petit peu quelqu'un avec qui peuvent se poser des questions quand ils sont un peu perdus avec toutes les informations contradictoires, les raccourcis, les produits miracles, ou au contraire, les choses, comme par exemple le dernier avis de l'ANSES sur la réglisse. On aimerait franchement qu'il y ait autant de principes de précaution sur l'acétamipride ou des choses comme ça. Il y a 133 pages sur la réglisse, alors que franchement, dans les usagers de l'herboristerie, que ce soit en herboristerie de comptoir, les paysans herboristes, et j'ai envie de dire la moitié des consommateurs de plantes, tout le monde sait que quand on a l'hypertension, on ne prend pas de réglisse, et tout le monde sait que c'est une plante dont il ne faut pas abuser. Donc je veux bien que l'ANSES publie 133 pages sur le réglisse pour mettre en garde, mais je pense quand même qu'il y a 2 poids, 2 mesures dans ce pays en termes de peur, de mise en garde sur les plantes et sur les produits de l'industrie chimique. Et voilà, ça, je pense qu'il faut aussi que ça bouge un peu. Donc, la conception, le pilotage, c'est vrai qu'on est des entrepreneurs, et même si des gens ne nous prennent pas forcément au sérieux, moi, j'ai élevé mon fils, il a 36 ans, il a été à l'école comme les autres enfants, il a un métier. Je veux dire, voilà, on peut témoigner, quelques centaines de personnes, que oui, comme l'a dit François Lézé, c'est viable, des petites entreprises sont viables, et on obtient les résultats qu'on espérait. Je n'ai jamais fait ce métier-là pour être riche, pour être millionnaire et pour avoir une grosse Tesla. C'était pas mon objectif de vie. Non, mais c'est vrai, on peut faire des choix dans la vie. On n'est pas tous obligés d'avoir une Rolex et une Tesla. Et donc, ça veut dire il faut piloter son entreprise, parce qu'on n'est pas juste des rêveurs qui se promènent avec des petits paniers et des petites fleurs dans la montagne. On a besoin aussi de faire vivre nos entreprises. Donc, en fait, 3 ans après la reconnaissance par France Compétences, c'est assez encourageant. Alors, ça paraît lent, mais les choses vont pas si vite. Mais il y a quand même déjà une centaine de personnes qui sont dans la démarche vers le titre professionnel. On a pu applaudir une des premières diplômées, soit par la VAE, donc parce que ça concerne n'importe quelle profession en France, soit par le titre. Alors, l'information qu'a donnée Marie-Pierre ce matin, de dire qu'il y a 2 centres de formation en France, malheureusement, actuellement, pour le moment, il n'y en a plus qu'un, parce que la région, je ne veux pas dire de bêtises, Franche-Comté, a brutalement fermé le robinet au CPPA de Montmoreau, et Montmoreau n'a pas pu proposer de la formation au titre de paysan herboriste cette année, pas plus que le CS. On leur a coupé le robinet absolument brutalement en disant que c'était plus une priorité. Alors, la région Rhône-Alpes-Auvergne, ça c'est la bonne nouvelle. Au moins, on sait que pendant 4 ans, on va pouvoir former des paysans herboristes au titre. Pendant 4 ans, la région Rhône-Alpes-Auvergne, à titre de profession innovante, finance une dizaine, c'est fragile, hein, a dit qu'elle pouvait financer une dizaine de postes. Ça veut dire que c'est pas acquis. Ça veut dire que s'il y a vraiment une politique d'un seul coup qui change, ça peut être... On vous a dit qu'on pouvait le faire, mais en fait, on n'est pas obligé de le faire. Mais bon, pour l'instant, ils le font, et on espère que ça va durer au moins 4 ans, on y croit. Donc, nuance aujourd'hui. Et il y a une demande actuellement avec la région Nouvelle-Aquitaine. Donc moi, je suis un peu désolé qu'il n'y ait pas plus de sénateurs présents dans cette salle. Mais bon, comme ça va être diffusé sur YouTube, je pense qu'il faudra vraiment, tous ceux qui sont là, qu'ils pensent que ce qui a été dit est important, vous fassiez diffuser tout ce qui va se passer. Vu qu'il y a des captations vidéo, il faudra vraiment faire savoir pour que c'est du poids. Parce que c'est comme ça qu'on va intéresser nos élus. C'est nos élus qui choisissent nos destinées, hein. Finalement, on leur a délégué ce pouvoir. Donc, il y a une demande en Nouvelle-Aquitaine. J'espère qu'elle va aboutir. Et je pense qu'à terme, ça serait quand même raisonnable qu'en France, il y ait peut-être 3 ou 4 points avec des répartitions géographiques un peu différentes. Je ne pense pas qu'il faut qu'il y ait 100 000 paysans herboristes ou 100 000 herboristes de comptoir demain en France. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de marge. En 1941, il y avait 5 000 herboristes. Le nombre de paysans herboristes, parce qu'il y en avait des gens qui vendaient des plantes sur le marché, on ne le saura jamais. Je pense que c'est très difficile d'avoir des chiffres, mais je pense qu'il y a encore de la progression possible. Et voilà, je ne sais pas si j'ai écoulé mon temps, parce que je ne me rends jamais compte de l'heure. Je crois que j'ai à peu près écoulé mes diapositives. Je pense que j'ai oublié des choses, mais bon, on aura après un temps de questions-réponses. Je vais juste en remettre une couche, une dernière, mais des fois je suis un peu lourd. Peut-être pas le faire. C'est par rapport à Vivea, où je trouve ça scandaleux. Vivea, c'est donc, ceux qui ne connaissent pas,
c'est un organisme NOPCO, c'est-à-dire que c'est un organisme qui collecte des fonds pour après permettre aux professionnels de se former. Donc, en tant qu'agriculteur, comme tous les agriculteurs de France, je cotise pour pouvoir assurer ma formation continue, parce que j'ai un métier, je le répète, qui n'est pas figé, qui n'est pas médiéval, qui n'est pas moyenâgeux, et je dois continuer à me former pour pouvoir le pratiquer correctement. Aujourd'hui, on n'est vraiment plus du tout dans les priorités de l'IVA. Et par exemple, moi, je suis très bien placé pour le savoir, puisque donc chez moi, j'ai transformé mon lieu en ferme-école. Et aujourd'hui, on se fait refuser la prise en charge des agriculteurs par l'IVA pour la plupart de nos formations, y compris pour l'entretien des haies et la gestion de la haie, soit comme ressource de cueillette, soit comme atténuation des effets du changement climatique. Vous savez, une haie par rapport au vent, à l'hygrométrie, par rapport à la régulation de l'eau dans le sol, c'est quelque chose de primordial. C'est retoquer cette formation comme prioritaire. La création de mares ou la gestion de mares et de points d'eau, pareil, ça peut quand même servir. En irrigation, on n'est pas tous obligés de construire des méga-bassines. Et ben, c'est considéré comme non prioritaire. Voilà. La botanique, c'est pas prioritaire, la botanique. Le cycle de botanique qu'on propose aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui s'étaient inscrits qui ne pourront pas le suivre parce que c'est pas prioritaire. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas sérieux, à mon avis. Et là, j'en appelle aussi aux élus. C'est une compétence des régions de flécher les priorités de l'IVA vers telle ou telle formation. Moi, je suis désolé, mais la botanique, l'entretien des haies ou la gestion des zones humides en agriculture, pour moi, c'est prioritaire. Et bien sûr, peut-être il faut apprendre à piloter un drone ou à épandre des pesticides de chez Bayer, parce que c'est ça qui est prioritaire, en fait. C'est Certifito. Mais l'entretien de l'environnement, je crois que c'est quand même important. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Merci Thierry. Alors nous allons maintenant écouter Sandrine Lamouly-Ferrier, herboriste de comptoir. Elle est passée d'un cursus universitaire en droit à l'herboristerie. Son magasin s'appelle l'herboristerie de Caen. Et donc elle vend notamment des plantes produites par des paysans herboristes de Normandie. Mesdames, Messieurs les élus et Mesdames, Messieurs du public, bonjour. Alors je vois que malgré l'absence de café, la plupart d'entre vous sont bien éveillés. Donc, je vais faire mon possible pour ne pas vous plonger dans une petite sieste postprandiale non plus. Comme ça a été dit, je suis Sandrine Lamouly-Ferrier. Alors moi, j'ai fait l'école des plantes de Paris et j'ai une herboristerie à Caen, dans le Calvados. Comme Marion Blandin, que vous avez vu tout à l'heure, je suis l'une des 6 membres fondatrices de l'Association des herboristeries de France, que je représente aujourd'hui. Mon intervention, elle va surtout concerner la structuration et l'encadrement un petit peu empirique par les pairs des herboristeries de comptoir, puisque comme vous l'avez constaté à l'écoute des diverses intervenantes et intervenants, l'herboristerie est en plein essor. Il existe de nombreuses formations. De plus en plus de personnes s'installent comme paysans, paysannes herboristes, comme cueilleurs, cueilleuses, comme herboristes de comptoir également. Et la demande des consommateurs et des consommatrices pour les produits naturels ne cesse de croître. La structuration de notre filière, elle est donc indispensable, d'autant que cet engouement, on en a un petit peu, ça a été un petit peu évoqué aussi, s'accompagne d'un certain nombre d'écueils. Parmi eux, donc des informations erronées, voire dangereuses, qui vont circuler notamment sur Internet, alors via les réseaux sociaux, de plus en plus via les IA génératives. Et je pense que toutes celles et ceux qui sont au comptoir, mais je pense aussi les pharmaciens, on est bien placés pour savoir que parfois il y a des choses assez folles qui peuvent être entendues et lues par les clientes et clients. Un autre point, c'est les malfaçons et les contrefaçons qui sont nombreuses. Pour rappel, les chiffres de la DGCCRF en 2017, c'est à peu près 80% de produits sous forme de compléments alimentaires, en tout cas, qui sont non conformes. Alors, je tiens ces chiffres de l'excellent livre de Aline Mercant sur l'herboristerie éco-responsable. Du coup, il y a aussi les problématiques de la vente en ligne, avec un sourcing qui est plus ou moins douteux, des magasins physiques où le personnel n'est pas forcément formé aux plantes médicinales, et bien sûr des problèmes de sensibilité de la ressource, avec une surexploitation de quelques plantes qui sont très connues, ou comme ça a été évoqué tout à l'heure, suite à des campagnes de marketing parfois assez agressives, alors qu'il y a plein de plantes qui pourraient être tout aussi efficaces, utilisées à la place ou en alternance pour permettre de diminuer la pression sur la ressource, comme notamment l'a souligné Thierry. Donc voilà, la liste est longue.
Et c'est face à ces constats que l'Association des herboristeries de France a été créée en décembre 2023, donc pour compléter le paysage associatif des métiers de l'herboristerie. Notre association, elle regroupe les herboristeries de comptoir. Donc, qu'est-ce que c'est précisément ? C'est-à-dire qu'on se concentre sur une activité de vente aux particuliers de plantes médicinales sous des formes variées et dans des boutiques physiques. Notre association, elle compte parmi ses adhérentes à la fois des grosses herboristeries historiques et aussi des petites structures créées beaucoup plus récemment, en passant par des entreprises qui comptent quelques dizaines d'années, les formes juridiques et le nombre de salariés étant très variables. Nos adhérentes sont variées, mais on se retrouve toutes autour d'une conception commune de notre métier et une même façon de l'exercer. Donc, l'une des raisons d'être de notre association, c'est de définir et encadrer notre pratique professionnelle, et notamment pour pallier certains des écueils évoqués précédemment. Donc, à ce titre, on a défini des critères d'adhésion à notre association qui sont basés en particulier sur la compétence. On l'évalue par une revue du parcours de formation ou du parcours professionnel et, le cas échéant, par un test de compétences. Ça permet de garantir un socle de connaissances qui soit solide, au bénéfice à la fois de la sécurité des consommatrices et consommateurs et de la pérennité de la ressource. Donc, pour information, on va reconnaître comme compétentes les personnes qui ont été formées dans l'une des écoles de la FFEH, dans les DU de phytoaroma, évidemment, auprès des facultés de pharmacie, ou la licence de Paris-Saclay. Et en majorité, quand même, les herboristes de comptoir viennent des écoles de la FFEH. Pour illustrer l'utilité de la démarche, je vous confirme qu'on a eu l'occasion de refuser certaines adhésions à la suite des tests qu'on a fait passer. On a pu constater que chez certaines personnes, il y avait un manque criant de maîtrise du sujet. Et pourtant, ces personnes, elles sont persuadées d'être parfaitement compétentes. Et évidemment, ça ne les empêche pas ensuite de s'installer et d'ouvrir une herboristerie, puisqu'on n'est absolument pas une instance de régulation. Donc, en complément, on a établi une charte éthique et surtout un guide des bonnes pratiques qui est très complet. C'est un guide qui est à destination des herboristeries adhérentes, qui va détailler la réglementation de la commercialisation des produits à base de plantes médicinales, qui précise les règles de bonne tenue d'une herboristerie, donc notamment les règles d'hygiène par exemple, mais aussi les conditions et limites du conseil au comptoir et des critères de qualité des produits. Donc, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, notre profession elle s'inscrit dans un écosystème. On travaille de concert avec les différentes associations, avec la faculté de pharmacie aussi. Et à ce titre, c'est un guide des bonnes pratiques qui a bénéficié du retour de plusieurs professionnels de ces structures, d'ailleurs. Donc, à présent, le projet sur lequel on travaille pour encadrer encore plus avant nos pratiques, c'est un travail d'élaboration de référentiels métiers en vue d'une inscription au RNCP, au Répertoire national des certifications professionnelles. Donc, il y avait eu 2 projets qui n'ont pas abouti, qui ont été menés par la FFEH. Donc, aujourd'hui, on se lance à notre tour dans l'aventure. Et comme l'a souligné Thierry, c'est important que ça parte de la pratique, de la base. Donc, c'est pour ça qu'on se lance là-dedans. C'est important parce que donc non seulement l'herboristerie de comptoir se distingue des autres professions de l'herboristerie, je pense que tout le monde s'en rend compte évidemment, mais c'est aussi très loin d'une simple activité de commerçant. Au-delà des aspects de gestion d'un commerce, vous l'aurez compris, il y a une maîtrise des savoir-faire et des savoirs qui sont spécifiques, et c'est vraiment la condition sine qua non au bon exercice de cette profession. Il y a un vrai besoin de clarté sur ce sujet, tant auprès des personnes qui souhaitent s'installer, parce que comme je l'ai dit, il y a des personnes qui ont fait des formations plus ou moins et qui pensent être compétentes alors qu'elles ne le sont pas, mais aussi, c'est aussi des savoirs et savoir-faire qui sont sous-estimés du grand public. Pour l'anecdote, mais je crois que c'est assez illustratif, j'ai une cliente un jour qui m'a demandé si j'embauchais, et elle s'est vexée quand je lui ai dit que je ne pouvais pas recruter quelqu'un qui n'avait pas de formation solide. Et donc elle s'est vexée parce qu'elle m'a dit que oui, mais j'ai beaucoup de livres sur les plantes à la maison et en plus je suis des comptes de naturopathes sur les réseaux sociaux. Donc voilà parfois à quoi on est assimilé. Et donc du coup, c'est quand même important de cadrer un peu ces compétences. Donc pour en revenir à ces savoirs et savoir-faire, quels sont-ils ? Donc, ils doivent couvrir une connaissance approfondie de la plante médicinale, évidemment, de ses effets, de ses modes d'utilisation,
et aussi une capacité à faire des mélanges de tisanes pertinents. Ça peut paraître anecdotique, mais la tisane, ça reste notre cœur de métier en tant qu'herboriste de comptoir, d'autant que actuellement, nous, c'est les seuls mélanges, tant qu'on reste dans les 148 plantes hors monopole, ce sont les seuls mélanges qu'on a le droit de faire, puisque tous les mélanges d'extrait liquide sont réservés évidemment à la pharmacie. Et du coup, ces compétences, elles nous permettent aussi de reconnaître une éventuelle erreur quand on reçoit des stocks. Ça peut arriver, une substitution de plantes éventuellement, mais aussi de vérifier la qualité, de comparer la qualité auprès de fournisseurs. Quand on compare une qualité de certains grossistes avec les petits producteurs d'à côté, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Et donc tout ça c'est important puisque c'est ce qui va impacter l'efficacité des plantes qu'on va ensuite vendre aux clients. Donc on a aussi un volet conseil. Alors c'est un gros mot, je sais, mais c'est la réalité, une fois encore. Et ça a été souligné aussi précédemment. Les clientes et clients qui rentrent dans une herboristerie, ils ne rentrent pas juste pour acheter de la tisane, ils rentrent parce qu'ils ont des questions, ils ont des besoins de conseils. Et pour conseiller correctement, évidemment, il faut alors à la fois un respect de la confidentialité, une certaine position, une écoute active. Il faut aussi une maîtrise quand même des contre-indications et des interactions pour que la consommation de plantes se fasse en toute sécurité. Et c'est vraiment le point qui fait toute la différence avec des personnes qui ont peu ou pas de bagages, ou qui éventuellement se basent sur des pratiques un peu plus alternatives, on va dire. D'autant qu'en tant qu'herboriste de comptoir, on sait au besoin quelles sont les bases de données et ouvrages de référence à consulter sur le sujet. Et on en a d'ailleurs parmi nous qui contribuent ou ont contribué à l'élaboration de certaines de ces bases de données. Donc voilà, c'est un aspect qui est fondamental, d'autant qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent des plantes en parallèle de traitements médicaux. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui sont très réticents à en parler à leurs soignants, à leurs médecins, à leurs pharmaciens. Et là-dessus, on a aussi du coup un vrai rôle de garde-fou, parce qu'à la fois, on va être en capacité de réorienter vers des professionnels de santé quand c'est nécessaire, mais on va aussi inciter les gens au dialogue avec leurs professionnels de santé. Donc, si on travaille à ce référentiel RNCP, qui va mettre en avant ses compétences, mais d'autres également, aujourd'hui, le frein principal à notre structuration et à notre capacité à exercer pleinement notre métier au bénéfice de tous, c'est la législation actuelle. Donc, c'est parce que la législation, elle est en décalage avec la pratique de terrain. Elle est aussi en décalage avec l'augmentation de la consommation des produits de santé naturelle et aussi les habitudes d'achat et les demandes de la clientèle. Donc, pour résumer, les trois points principaux, nous, qu'on a identifiés, donc un point qui a déjà été évoqué, c'est le fait que la liste des plantes inscrites au monopole est actuellement trop restreinte. Et vous pouvez être sûr que les consommatrices, les consommateurs, ils n'auront aucun scrupule à aller acheter des plantes sur les plateformes en ligne, Amazon entre autres, mais il y en a d'autres. Donc des plantes qui viennent de l'étranger, des plantes où il n'y a pas de traçabilité, des plantes d'une piètre qualité. Le deuxième point, ça va être le fait que nos conseils sont limités aux allégations de santé autorisées. Et aujourd'hui, non seulement ça ne répond pas à la demande des consommateurs et des consommatrices, mais ça ne répond pas non plus à la sécurité de l'utilisation des plantes. Et enfin, l'absence de reconnaissance officielle de notre profession et des formations qui y mènent, ça impacte négativement notre poids face aux tout venants qui produisent des pseudo-conseils sur les réseaux sociaux, face au marketing qui va mettre en avant des plantes présentées comme miraculeuses au détriment notamment de la ressource, mais aussi au détriment parfois de notre capacité à interagir avec certains professionnels de santé et donc au final au détriment des clientes et des clients. Donc voilà, c'est pourquoi on est très heureuse aujourd'hui de pouvoir être avec vous. On vous remercie pour l'intérêt que vous manifestez à la filière herboristerie française. Et on ne peut que vous encourager à continuer à la soutenir dans les mois et les années à venir. Je vous remercie.
Merci. Alors maintenant, on va passer la parole à Françoise Pillet, qui est vice-présidente de la Fédération française des écoles d'arboristerie. Elle est aussi directrice de l'école lyonnaise des plantes. Alors Françoise Pillet est elle-même certifiée par l'école lyonnaise des plantes médicinales comme herbaliste. Et vous me direz si je me trompe, mais herbaliste, c'est un terme issu de l'anglais et qui veut dire arboriste. Peut-être vous nous expliquerez pourquoi à l'école lyonnaise des plantes, vous aviez choisi ce terme au lieu du mot herboriste dont on parle depuis ce matin. Ah oui, on pourra en parler. Eh bien, bonjour tout le monde. Merci aux sénateurs et sénatrices qui nous accueillent aujourd'hui de nous donner la parole. Donc, je parle aujourd'hui, comme on vient de le dire, au nom de... Il doit y avoir... Ah oui, voilà. Non, ça, c'est trop... Voilà. Au nom de la Fédération des écoles d'herboristerie et au nom de mon école lyonnaise d'herboristerie. Je parle aussi au nom des 39 000 élèves qui sont sortis de nos écoles depuis plus de 40 ans, entre 40 et 50 ans. Ça représente à peu près 4 à 5 000 certifiés dans les formations longues. On n'a pas 39 000 certifiés, mais on a beaucoup de formations diverses et ça fait longtemps qu'on existe. Donc, je vais rentrer tout de suite, commencer avec un exemple très concret. Je vous présente Émilie. Émilie, elle est herboriste. Elle ne fait pas encore partie de l'AHF, mais elle ne va pas tarder à poser sa candidature, je pense. Donc Émilie, dans une première vie, elle était consultante en marketing digital en ville. Et puis, comme on a vu ce matin, comme c'est le cas de beaucoup de personnes ici, elle a cherché à la quarantaine, elle voulait trouver un sens à sa vie, à son métier. Elle voulait aussi vivre en montagne, près des plantes. Et puis, elle s'est formée. Elle a suivi un cursus de 3 ans, approfondi. Elle a acquis des compétences solides. Elle connaît bien les plantes. Elle sait les déterminer. Elle les cultive aussi. Elle les transforme. Elle a un petit labo pour partie. Elle connaît les usages. Elle connaît ses limites. Elle connaît les limites du conseil, les interactions médicamenteuses, etc. Donc, elle exerce son métier tous les jours et elle a acquis une clientèle qui lui est fidèle et elle a de très bons retours. Seulement, voilà, c'est pas une hors-la-loi, comme disait Thierry, mais son métier n'est pas reconnu, elle ne peut pas le nommer, elle n'a pas de statut officiel. Donc, c'est un exemple qui illustre ce qu'on dit depuis ce matin. Donc, la filière, elle existe, elle est bien vivante, elle commence à bien se consolider, mais elle manque de lisibilité et de reconnaissance. Alors, pour revenir sur les écoles, pour vous présenter un petit peu ce qu'on fait, on est les 5 écoles affiliées à la fédération et peut-être qu'on accueillera d'autres écoles un jour. Ce sont les écoles historiques qui ont été créées dans les années 80. Alors l'objectif de départ, c'était vraiment plus de préserver un patrimoine, préserver un savoir, des pratiques et surtout un lien au vivant. Ces philosophies, elles sous-tendent toujours nos formations. Mais très rapidement, on s'est structuré, organisé. On est devenu des organismes de formation professionnelle continue, aujourd'hui certifiés Calliope. Je fais une petite parenthèse. D'ailleurs, on obtient des financements pour à peu près 10% de nos élèves. Et la question que tu soulevais sur Vivea, on est totalement impacté aussi pour les personnes qui viennent se former chez nous. Et on voit qu'on nous rétorque aussi que ce n'est plus dans les objectifs prioritaires. Et c'est dommage pour les personnes qui subissent des coupes dans leur financement. Alors, au niveau des formations, donc, ce sont des formations en plantes médicinales, en herboristerie. Le terme herbaliste, nous, à l'école de Lyon, c'est Patrice de Bonneval qui avait fondé l'école il y a 40 ans, qui avait trouvé ce terme qui est un anglicisme, qui veut dire herboriste en anglais, parce que herboriste, c'est un gros mot, comme tu disais, et on n'avait pas le droit de l'utiliser. Donc, on l'a déposé à l'époque, et on utilise ce terme. Mais de fait, ce sont des formations en herboristerie. Alors les formations, on propose des formations courtes, mais aussi les principales formations chez nous sont des cursus longs de 2 à 3 ans, qui couvrent tout un champ assez large et solide avec des matières, les plantes médicinales, la physiopathologie, l'aromathérapie, la botanique de terrain et théorique, la nutrition, la chimie des plantes, beaucoup de travaux pratiques de galénique et de mise en situation de conseil aussi, pour dire un autre gros mot, et la réglementation des plantes.
Ça, c'est vraiment notre socle commun, mais on l'a enrichi d'ailleurs de plus en plus avec des pratiques professionnelles. On peut également, nos stagiaires peuvent effectuer des stages professionnels. Alors nos publics, nous les écoles, on a la particularité d'être ouverts à tout public, mais pour les formations longues, on recommande le niveau bac. Donc ça nous permet d'accueillir un large public en formation professionnelle continue. Donc les formations ont lieu souvent le week-end ou à distance. Donc pas de prérequis. 80% des publics qui viennent se former à titre professionnel, ils sont de plus en plus nombreux, même si on a aussi des amoureux des plantes qui viennent à titre personnel. Patrice, par exemple, le fondateur de l'école, il disait « c'est bien si on a un herboriste dans chaque famille ». Il y a aussi cette notion patrimoine. Et donc, pendant toutes ces années, on a formé, on a expérimenté, on a fait émerger des pratiques. Et aujourd'hui, ce qu'on observe par rapport aux débouchés, c'est qu'ils sont variés. En fait, l'herboristerie d'aujourd'hui, c'est plus un métier, mais des métiers. Et d'ailleurs, j'ai oublié de changer de diapo, mais les voilà, nos métiers. Ça illustre bien les métiers qui vont des paysans, paysannes herboristes, cueilleurs, cueilleuses, herboristes de comptoir qui émergent de plus en plus, les praticiens, praticiennes en herboristerie qui font du conseil sur le long cours, et puis aussi des gens qui se destinent à l'animation, la formation. On accueille aussi des professionnels de santé, des pharmaciens, des médecins, etc. On fait aussi des formations au sein, dans un contexte médical. On intervient, par exemple, nous on va intervenir bientôt dans un hôpital à Lyon pour des soins de support en chirurgie ambulatoire, en aromathérapie. J'ai l'exemple aussi il y a vraiment cette notion de ces professionnels travaillent en complémentarité avec le système de santé conventionnel. Je discutais par exemple avec une des personnes qui est au milieu, la Palmyra, qui produit des plantes et qui s'est spécialisée sur une gamme de plantes pour la femme. Elle travaille avec tout un réseau de sages-femmes dans sa région, dans l'Hérault, et les sages-femmes lui envoient des personnes et elles lui font des retours aussi sur les résultats. Donc elle travaille vraiment en bonne intelligence avec ses professionnels et elle obtient des résultats vraiment intéressants. Donc ça, c'est prometteur pour l'avenir. Donc on voit qu'il y a une diversité des formations, j'y reviendrai tout à l'heure, une diversité des métiers. Et donc toute cette richesse, elle est bien réelle. Et par contre, on observe aussi des besoins. Ces personnes, quand on les interroge, il y a des besoins récurrents qui apparaissent. Et on en a parlé depuis ce matin. Je vais à l'envers, donc ce n'est pas dans le bon sens. Les besoins, ils sont récurrents et il y a des besoins majeurs qui reviennent toujours dans la bouche de nos certifiés. Il y a un besoin de reconnaissance des formations, et on en parle depuis ce matin, et des métiers. Un besoin de clarification des métiers, de pouvoir se nommer, de clarification des statuts. Un besoin d'adaptation de la réglementation. Depuis ce matin aussi, on dit que la réglementation, elle est parfois confuse, ou la personne dont je viens de parler, qui fabrique ces plantes, qui produit ces plantes et qui a développé sa gamme pour les femmes, elle me disait, moi avant j'étais avocate, je veux travailler bien, je veux être dans les clous, je veux être claire, et pour autant je suis sûre que je suis dans les clous à 80%, quoi, parce que c'est trop compliqué. Et tout ça pour avoir une transparence pour le public, que le public sache à qui il a affaire, s'il a un conseil de qualité, et quelles sont les compétences en face de lui. Et aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on parle depuis ce matin d'une herboristerie aussi raisonnée par rapport au public. Il y a vraiment un gros travail d'autonomisation et j'allais pas dire d'éducation, mais d'information en tout cas, et d'utilisation des plantes de manière raisonnée et non pas par rapport à tout ce qu'ils peuvent trouver sur Internet ou à droite à gauche. Donc voilà, pour les besoins. Et aujourd'hui, l'offre de formation, elle s'est enrichie. On n'est plus les seuls, et c'est tant mieux. Je vous lis les choses à l'envers, mais je reviendrai après sur l'herboristerie de comptoir. L'herboristerie, elle s'est enrichie, les formations se sont enrichies. Donc il y a d'un côté toujours ces écoles historiques, mais il y a aussi des formations plus académiques comme la licence professionnelle. Sabrina va nous en parler. Il y en aura peut-être d'autres, je pense. Les DU, les CFPPA, les formations des simples, de l'AFC, d'autres écoles privées, et puis le titre de paysan herboriste qui a une belle avancée et qui nous prouve que les choses peuvent vraiment, qu'on peut être optimiste aussi pour l'avenir, que ça peut bouger. Et ces formations, elles sont toutes
complémentaires. On en discutait tout à l'heure. Moi, j'ai des professionnels chez moi qui me disent avant de m'installer, je suis allée me former chez Les Simples, ou j'ai des paysans herboristes qui viennent se former chez nous pour approfondir le conseil. Tout ça crée un écosystème qui se nourrit et qui s'enrichit et qui peut continuer d'ailleurs à s'enrichir. Donc, je reviens en arrière pour faire un petit focus sur nos amis d'herboristes de comptoir. Donc, on l'a vu ce matin et ils sont illustrés ici. La profession s'organise. On a tous ces organismes professionnels. Et l'Association des herboristes de France, on vous a encouragé à vous structurer. On est content que vous souteniez et que vous renforciez ce métier. Et nous, les écoles, dans les perspectives d'avenir, on serait prête, si un jour il y a un titre RNCP d'herboriste de comptoir, on serait prête à vous soutenir, à porter ce titre. On a déjà commencé à enrichir nos formations avec des modules complémentaires professionnalisants, des modules pour créer, gérer son herboristerie. Voilà, on sait qu'il y a des compétences qui peuvent être ajoutées dans nos formations, qui manquent aussi, et on est beaucoup à l'écoute de ce qu'on nous retourne. Il pourrait y avoir, c'est marrant, j'y pensais ce matin aussi, des titres de formateur herboriste, artisan herboriste ou je ne sais quoi, enfin des titres RNCP. C'est bien parce que c'est des compétences qui sont reconnues par la profession et qui permettent aussi une grande liberté pédagogique, même si elle est solide et qu'il y a un référentiel métier qui encadre tout ça. Donc pour terminer, je voudrais faire un petit focus sur quelque chose qu'on a fait avec la fédération, qu'on a initié avec la fédération, c'est la carte de l'herboristerie engagée. En fait, on a réuni tous les autres acteurs de l'herboristerie et on a décidé, pour donner de la visibilité et aussi pour montrer une herboristerie de qualité face à des personnes qui pourraient être moins de qualité, avec des critères qui ont été définis par chaque groupe professionnel, une carte de l'herboristerie engagée. Et depuis 2025, septembre 2025, on a 500 entrées professionnelles sur cette carte. Donc ça montre bien que l'herboristerie est quand même bien vivante. Ça va continuer. Et ça montre que nous, les écoles, on a la volonté de former, de participer à consolider la filière, de créer du lien. Et dans un futur proche, on espère une évolution du côté de la reconnaissance et des titres RNCP, une évolution du côté de la réglementation qu'on suit de près. Et pour permettre à ce secteur de refleurir et que ce ne soit pas des métiers qui essayent de ne pas mourir, comme disait Thierry, mais des métiers qui sont bel et bien vivants. Merci. Alors, nous allons donc écouter la dernière intervenante de cette table ronde, Sabrina Boutechnou-Fay, docteur en pharmacie. Presque. Bon, désolée. Enseignante-chercheuse. Alors là, je vais essayer de mieux prononcer, en pharmacognosie à l'Université de Paris. Donc la pharmacognosie, c'est l'étude des substances médicamenteuses d'origine naturelle. Alors, Sabrina fait aussi partie du conseil d'administration de l'AFAC, créée en 2022. C'est l'Association française d'aromathérapie clinique. Bonjour, rebonjour à tous. Donc un grand merci effectivement à Monsieur Gontard et à Madame Monnier d'avoir organisé cet événement. Un grand merci à Joël Labbé également, puisque ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en 2018, on était tous là, mais chacun dans son coin. Et qu'aujourd'hui, on est tous là, on se connaît tous, on interagit tous les uns avec les autres. Et voilà, je pense que c'est quand même une belle avancée. Et il y aura probablement encore de belles avancées. Donc moi, je suis professeure de pharmacognosie, donc c'est l'étude de la chimie des substances naturelles, donc activité biologique. Alors, j'ai plusieurs casquettes en tant qu'universitaire. Donc, je suis responsable de formation en lien avec les substances naturelles. Alors, pour les futurs pharmaciens, on leur enseigne le principe actif du médicament. Il y a beaucoup de principes actifs qui sont d'origine naturelle, les anticancéreux, les antibiotiques, etc., qu'on va extraire dans les plantes. Mais on a également des enseignements spécialisés en phytothérapie, aromathérapie, voilà, qui représentent un certain volume horaire quand même, et de nutrition, compléments alimentaires, etc.
Donc ça, c'est la formation commune des futurs pharmaciens. On a des enseignements en lien avec les thérapies complémentaires. Donc on a des nouveaux modules d'enseignement tout récents. Et on a la chance, et c'est grâce à mon doyen qui était présent tout à l'heure, qui a sûrement vendu son âme au diable Vauvert, qui effectivement me permet d'enseigner ce module thérapie complémentaire aux futurs pharmaciens, toutes filières confondues. Je suis également responsable et co-responsable d'un DU, et je vous parlerai des DU et DIU pour les professionnels de santé. Ça, c'est de la formation continue des professionnels de santé. Et puis, je vous parlerai également, bien sûr, de la licence pro, qui est un peu un ovni, puisque c'était la première formation universitaire dans le domaine de l'herboristerie qui a été lancée en 2020. J'ai également donc des activités d'expertise au sein d'agences gouvernementales. Donc Thierry a parlé de l'ANSES et de ses nombreux avis, dont certains effectivement peu utiles. Je suis complètement d'accord pour la réglisse. D'autres qui apportent donc sur les précautions d'emploi pour les compléments alimentaires, interactions plantes médicaments notamment. Des interactions aussi donc en tant qu'experte à l'ANSM dans le comité français de pharmacopée, ce fameux comité qui évalue la sortie éventuelle du monopole des plantes médicinales. Voilà. Et on avait fait tout un travail ensemble, effectivement, pour identifier les plantes qui pourraient sortir du monopole. On a déjà travaillé au sein de ce CFP sur la sortie des plantes ultramarines qui ont été jugées prioritaires. Et le prochain dossier, donc, c'est effectivement le dossier qui avait été déposé concernant les plantes d'herboristerie. Et puis donc une autre casquette dont je voulais vous parler et qui a été évoquée, c'est le rôle que j'ai dans l'appui de la pratique professionnelle de professionnels de santé qui ont choisi d'utiliser les plantes dans leur pratique professionnelle. Donc il y en a, et moi c'est cela que je vois, donc j'ai que le côté positif parmi ces professionnels de santé, et c'est notamment à travers un réseau qui s'appelle l'AFAC, donc l'Association française d'aromathérapie clinique, qui réunit des professionnels qui utilisent les huiles essentielles dans leur pratique professionnelle à l'hôpital. Donc il y a des protocoles en oncologie, ça a été évoqué, cicatrisation des plaies, prise en charge du stress et de l'anxiété, et notamment j'interagis avec un hôpital de santé mentale, établissement de santé mentale Barthélemy Durand, et on a une petite étude clinique sur l'intérêt des huiles essentielles pour la déprescription d'anxiolytiques. Donc là, on essaye de faire en sorte que les patients qui prennent des anxiolytiques en consomment moins à l'aide d'huile essentielle. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui me tient à cœur aussi dans mon activité professionnelle. Alors, je viens vous parler des formations universitaires. Donc avec les DU et DIU. Donc vous avez ici une cartographie avec l'ensemble des DU et DIU qui sont présents en France, avec des DU et DIU qui sont gérés par des collègues de l'AFERP, donc Association française francophone pour l'enseignement et la recherche de la pharmacognosie. DU, c'est sur une seule université, et IU, c'est quand c'est sur deux universités. Et l'ensemble de ces formations pose un socle commun de connaissances autour des produits de santé à base de plantes, qui appuie les éléments en termes de traçabilité, qualité et sécurité, avec la connaissance du secteur. Et on a tous dans nos formations des éléments en lien avec la connaissance du secteur et des aspects technico-réglementaires concernant les produits de santé, avec notamment une sensibilisation sur l'accès à la ressource et le respect de la ressource, la connaissance de la réglementation en vigueur et du positionnement des produits de santé en termes d'exigence de qualité et de sécurité, et toujours en lien avec les éléments donnés par les agences sanitaires et les agences gestionnaires comme la DGL notamment. Les bonnes pratiques en termes de conseils, avec bien entendu de la physiopathologie. On a principalement des professionnels de santé, mais parfois d'autres publics qui participent à ces DU. On reprécise la limite de la prise en charge, et ça va être des éléments qui vont être discutés, je pense, également tout à l'heure, mais à partir de quand et quelle est la place finalement dans
la prise en charge du patient d'une prise en charge par phytoaromathérapie et quelle est la limite de cette prise en charge, avec des données issues à la fois de la tradition et de l'évaluation. Et puis, bien sûr, la vigilance et les éléments de vigilance, donc interaction plante-médicament, on en a déjà parlé, et contre-indication. Interaction plante-médicament, donc on a notre collègue Florence Soir de Grenoble, qui est notamment la personne qui a conçu la base de données EDRIN, que certains d'entre vous connaissent peut-être, sur les interactions plante-médicaments, et qui est la base de données de référence pour se positionner sur ce type d'interaction. Alors, ça c'est le profil de nos apprenants dans les DU et DU, principalement des pharmaciens hospitaliers. On en a de plus en plus. Donc, on a ces dernières années, on touche un peu plus le secteur hospitalier. Donc, c'est quand même bon signe qu'il se passe des choses à l'hôpital. Des préparateurs et des préparateurs hospitaliers, des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Donc là aussi, la proportion de médecins a évolué au fur et à mesure des années. Donc voilà, c'est vrai que nous, on sent et on ressent dans les personnes qui s'inscrivent, le profil des personnes qui s'inscrivent au DU, qu'il y a une évolution et un intérêt net également des médecins qui viennent suivre notre formation. Alors nous, à Paris, on a 55 inscrits par an depuis 2009, et je pense que dans toutes les facs sur le territoire, on tourne à peu près à une trentaine de professionnels qui s'inscrivent. Alors j'en arrive à la licence pro. Donc cette licence pro, on l'avait conçue au moment de la mission. Donc, j'avais déjà parlé de la licence pro au moment de la mission de 2018. On l'a ouverte en 2020, donc c'est tombé l'année du Covid, de la Covid-19. Et cette licence pro qui est intitulée Conseiller spécialisé en herboristerie et produits de santé à base de plantes. Qui est dédié donc à un autre public que des professionnels de santé, à des préparateurs en pharmacie à niveau bac plus 2 ou équivalent BP avec une VAP, ou autre bac plus 2, et sur dossier en fonction des profils, des différents types de profils. Donc notre socle commun de connaissances sur la connaissance du secteur, les bonnes pratiques en termes de conseils et prescriptions, et la vigilance, bien sûr, sont donc transmis au cours de la licence pro. Et cette licence pro, c'est 500 heures de formation. Un DU, c'est une centaine d'heures de formation. Donc là, sur les 500 heures de formation qu'on a, donc on a effectivement des modules plus complets autour de la botanique de terrain, de l'ethnobotanique. Donc il y a bien sûr un examen de reconnaissance, comme dans les écoles d'herboristerie, de plantes médicinales et de plantes toxiques. On a tout un module en lien avec la pharmacogénésie et la chimie des substances naturelles. Donc ça, c'est un module assez important pour nous, pour la bonne compréhension en fait de la qualité des produits, puisqu'on a vraiment des enseignements où les apprenants se mettent dans une situation de contrôle et analysent une plante pour identifier les marqueurs qualité de cette plante. Donc on va assez loin dans ce domaine-là pour leur donner les éléments pour être capable de bien comprendre la qualité des produits qui vont être disponibles sur le marché. Ensuite, on a donc des modules autour de la transformation, de l'extraction, distillation, mélange pour tisane, selon les bonnes pratiques de fabrication, préparation, à la fois en milieu pharmacie d'officine ou hors pharmacie d'officine, herboristerie ou autre boutique, puisqu'on ne va pas être sur les mêmes socles réglementaires. Donc, dans notre formation, on assure les deux formations et les deux cadres technico-réglementaires. Et puis, nos apprenants travaillent sur un projet tutoré tout au long de l'année. C'est de la formation en alternance. Donc, ils analysent des produits du marché et ils font de la conception de gamme de produits aussi, et qui présentent à la fin de leur formation. Donc, la formation donne un niveau bac plus 3. Les apprenants sont soit en pharmacie d'officine, et très majoritairement, ce que vous pouvez voir en vert ici, donc ce sont des préparateurs, et très majoritairement en alternance dans des pharmacies d'officine, en herboristerie également, en magasins spécialisés,
et sur les profils qu'on recrute, donc majoritairement des préparateurs, mais des profils différents, plus scientifiques ou autres types de formation. On a eu des profils donc BTS production agricole, BPREA production agricole notamment, ou des profils école d'herboristerie ou école de naturopathie. Et j'avoue que les produits, les profils, donc les produits, on peut dire effectivement, école de naturo, production agricole ou école d'herboristerie avec la licence pro, c'est vraiment les profils qui sont les plus intéressants et qui ont vraiment eu un enrichissement à combiner les deux types de formation. Et donc, voilà, je pense qu'il y a un intérêt à combiner un petit peu, et c'est vers ça que je vais aller sur la diapo qui suit. Effectivement, ces formations, donc nous en tant que formation universitaire, les compétences complémentaires qu'on peut apporter par rapport aux formations qui étaient présentées précédemment, c'est vraiment les aspects technico-réglementaires, donc en lien avec la réglementation en vigueur, les données de sécurité, vigilance. On parlait tout à l'heure d'un module interaction médicamenteuse, et je pense que c'est effectivement voilà, ce type de module qu'on pourrait apporter. Connaissance approfondie de l'offre et analyse critique des produits dans un contexte où on a vraiment une offre un peu anarchique. Je pense que c'est quand même indispensable pour les pharmacies d'officine et pour les herboristeries et autres boutiques de référencer des produits de qualité et d'analyser tous les produits référencés. Et puis, voilà, comprendre les argumentaires scientifiques et commerciaux qui vont être à l'origine de cette offre. Et donc, cette licence pro, elle était seule sur le territoire métropolitain à l'heure actuelle. Et donc, il y en a une deuxième qui va bientôt arriver, puisqu'il y a un projet de création de licence pro des métiers de l'herboristerie, donc assez proche, mais peut-être un peu plus orienté production, qui sera envisagé sur Grenoble, sur un format apprentissage également, alternance, avec du recrutement de préparateurs et peut-être d'autres profils très probablement. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'est juste pour faire un petit complément d'information. Il y a aussi le projet Palmarosa qui vient de débuter. Il y a eu une réunion sur Paris, c'était jeudi 9, donc il y a une semaine. Et c'est pour mettre en relation les éleveurs avec les producteurs de PAM. Et c'est notamment animé beaucoup par les vétérinaires. Comme on voyait, il y avait 0% au niveau du DU. Il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Voilà. Très bien. Vous êtes vous-même vétérinaire. Dans ce projet, vous avez quel rôle dans le projet Palmarosa ? Moi, je suis juste tenu au courant parce que je fais partie du syndicat des simples. Et donc, voilà, je préfère relayer aussi l'info. Merci. Juste pour compléter sur les... Pas les arboristes, tout à fait. Sur la phyto-vétérinaire, il y a vraiment un grand réseau qui s'appelle le REPAS, peut-être que certains d'entre vous connaissent, donc de vétérinaires qui utilisent la phyto et l'aroma donc en médecine vétérinaire, et qui est un réseau très pointu, et ils font même de la recherche clinique et ils ont des fonds, ce que nous on n'a pas en médecine humaine, ou plus difficilement. Voilà, donc effectivement il y a les DIE, donc c'est le diplôme inter-école pour les vétérinaires, où il y a l'enseignement phyto-aroma, et il y a une très très forte demande phyto-aroma en médecine vétérinaire. Et une réglementation encore plus restrictive que pour la médecine humaine. C'est vraiment le niveau zéro, quoi. Il y a tout à faire. Il n'y a pratiquement pas de marge de manœuvre aujourd'hui quand on veut soigner les animaux avec des plantes de manière légale et officielle, et vraiment de faire du soin thérapeutique. C'est extrêmement étroit la fenêtre de tir parce qu'il n'y a que des produits homologués et en gros, il n'y en a pas, quoi. Il y a toujours moyen de se contourner. Donc, il y a les aliments complémentaires qui sont le seul moyen actuellement de faire de la phyto. Oui, merci pour la table ronde. Je voulais poser une question parce que à vous quatre, vu que soit en tant qu'herboriste de comptoir ou directrice d'école ou de la fédération, ou paysan herboriste riche d'une longue expérience, ou prof de fac, mais aussi dans la question de la licence pro, où du coup vous êtes confronté à pas mal de projets après d'insertion professionnelle, parce que j'entends souvent
on entend souvent le mot survie, du coup, pour nos métiers, que ce soit sur le plan reconnaissance ou réglementation, etc. Mais moi, je pense aussi au niveau financier, parce que ça fait quoi ce qui est dit là, mais aussi à des discussions qu'on a eues en aparté, dans les couloirs ou dans d'autres événements. Moi, j'ai tendance à croire ou penser ou constater, je ne sais pas comment il faut le dire, que globalement, même si on fait face à beaucoup de problèmes, je le redis, je crois qu'il n'a jamais autant été fait commerce de volume de plantes médicinales qu'aujourd'hui. Enfin, c'est lié à plein de choses, mais c'est aussi lié au fait qu'il y a quand même des itinéraires pour pouvoir le faire. Par contre, qu'en est-il de la question de la viabilité financière pour les différentes actrices, acteurs, et notamment, je pense aux herboristes. Et du coup, ça me renvoie à la présentation d'Alix ce matin de France Agrimaire, c'est la question de comment on fait pour, enfin je crois que c'était dans cette présentation, comment on fait pour avoir une rémunération juste pour la filière de la production et puis pour les acteurs de cette filière, en gardant un prix qui soit abordable pour le consommateur, pour que ce soit pas non plus une médecine de riche ou privilégiée. Voilà, quel est votre avis sur cette question de l'enjeu de la viabilité financière et au-delà de la survie d'une rémunération digne en 2026? Alors, merci pour la question, parce qu'effectivement, c'est un sujet fondamental pour tout le monde. Alors, au niveau des herboristeries de comptoir, on n'a pas de chiffres clairs aujourd'hui. Nous, au niveau de la HF, on a engagé un travail sur la base d'un questionnaire notamment. Donc, pour l'instant, on est encore en attente d'un certain nombre de réponses et de pouvoir après synthétiser tout ça. Ce qu'il faut voir dans notre métier, une des difficultés qu'on rencontre pour pouvoir avoir des statistiques qui sont fiables, c'est qu'on n'a pas de statut uniformisé. Donc ça peut être assez compliqué en fait même de trouver à qui poser les questions, parce qu'aujourd'hui, on a par exemple, nous à notre échelle, on a identifié pas moins de 9 codes APE différents. Donc déjà, vers qui est un, on va dire, vrai herboriste, entre guillemets, dont les données pourraient être pertinentes pour obtenir des statistiques. Et c'est un vrai problème. Donc évidemment, il y a des herboristeries qui sont pérennes, qui marchent bien. Il y en a chez qui c'est beaucoup plus compliqué. C'est ce qu'on constate, nous, à notre échelle, par rapport aux échanges qu'on a entre nous. Mais à l'heure actuelle, on n'est pas forcément en capacité d'avoir des données qui soient fiables. Moi, j'aurais envie de répondre que c'est un peu la double peine en matière de plantes médicinales. Parce que si on est agriculteur, on fait donc un produit agricole, qu'on le vend en direct ou en filière longue, et la plupart des produits agricoles en France sont subventionnés, sont soutenus par la politique agricole commune, même si ça bouge un petit peu. Nous, c'est zéro. Mis à part un peu de la lavande et le lavandin, mais globalement, on va dire que pour l'écrasante majorité des plantes médicinales, il y a zéro aide et on est en prise directe avec le marché mondial et la main-d'œuvre chinoise, égyptienne ou de tous les autres pays où le SMIC n'est pas du tout au même niveau. Et après, quand on est sur de la vente directe, qu'on soit herboriste de comptoir, qu'on soit pharmacien ou qu'on soit paysan herboriste, qu'on vend au public, on vend un produit de santé. Mais évidemment, la double peine, c'est parce qu'on a un produit qui n'est pas du tout aidé non plus, ni pris en charge et qui ne peut pas être vendu à sa vraie valeur. Parce que les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, et on sait très bien aujourd'hui que c'est une précarité dans ce pays qui est galopante et que le niveau de pauvreté il augmente à vitesse grand V, évidemment, la plupart des gens ils vont aller vers des médicaments qui sont remboursés, alors qu'avec les plantes, il n'y a aucun remboursement. Donc c'est des deux côtés, en amont, en aval, on est à peu près dans tous les feux où en fait il n'est pas possible aujourd'hui, d'une part par rapport à la précarité des Français et d'autre part par rapport à des politiques qui soutiennent absolument pas les plantes médicinales, on ne peut pas les vendre à leur prix réel et vraiment rentable. Donc c'est vrai qu'il faut être lucide, c'est un métier passion et c'est très difficile. Les gens font ça parce qu'ils n'ont pas envie de faire autre chose, mais c'est vrai que c'est pas un métier où on s'enrichit et ça va même plus loin que ça. Moi, c'est que par exemple, même si on n'était pas très nombreux à l'époque, on va dire, il y avait moins de concurrence, j'ai dû mettre 10 ans avant de faire un revenu qui ressemblait à un revenu.
et pas toujours être à découvert et pas toujours avoir une voiture qui tombe en panne. Enfin, je veux dire, ça a pris une dizaine d'années. C'est vraiment parce que je ne savais pas faire quoi d'autre. Pas quoi faire d'autre, mais sinon, je ne serais pas herboriste aujourd'hui. Donc, on en est là. Donc, je pense qu'il y a un vrai besoin de soutien de politique publique pour cette filière-là, si on veut qu'elle existe, en amont comme en aval, et que ça soit, qu'on soit un petit peu traité comme d'autres professionnels dans ce pays, et pas comme des gens qui n'existent pas. Ouais, et du coup, c'était juste pour je peux apporter des éléments aussi sur ce sujet. Merci d'avoir posé la question, Samy, et d'avoir soulevé... Ah, pardon. Non, excuse-moi, François, voulais c'est juste pour compléter le propos de Sandrine, je suis désolée. Je t'avais pas entendu, pardon. Par rapport, on peut quand même donner certains chiffres, du coup, parce qu'on a fait une mini-enquête à notre échelle. Le constat était quand même que plus de la moitié des adhérents soit se payent pas, soit se payent un SMIC. Voilà, et ça, c'est une réalité qui est vraie. Et c'est vrai que quand on se lance dans l'aventure d'être herboriste de comptoir, on a plein de paillettes dans les yeux, mais il y a une réalité économique qui fait que c'est, comme dit Thierry, c'est un métier de passion. Et pour certains, ça peut être suffisant. Pour d'autres, malheureusement, je pense que ça peut être un frein. Et ça, c'est la réalité de plein de commerçants. Mais je pense que c'est encore plus dur dans ce métier. Mais en tout cas, les premières statistiques sont ressorties que plus de la moitié ne se payait pas ou un SMIC. Donc c'est quand même très dur. Voilà, c'est pas très... c'est pas très réjouissant, mais c'est comme ça. Après, il faut pas lâcher, il faut continuer. Si on veut vraiment, comme on l'a entendu ce matin, avoir encore 10 000 hectares de plus en plantes médicinales, il faudra qu'il y ait une vraie politique de soutien et d'accompagnement des pouvoirs publics. Sinon, elle n'existera pas et ça va rester un effet d'annonce, quoi. On n'est qu'à 28% en bio. La mission du Sénat avait demandé que ça soit à 50%. C'était la augmentation des gens de droite comme des gens de gauche. Si on veut que ça devienne une réalité, il va falloir y mettre les moyens. Pour l'instant, c'est vrai que c'est pas très facile. Et on voit que malgré ça, je ne veux pas faire de misérabilisme, malgré ça, les gens font des efforts. On a vu toutes les formations qui sont proposées. Moi, c'est un des chiffres que j'ai oublié de dire. Mais aujourd'hui, les gens qui se forment comme paysans herboristes, ils s'engagent dans un cycle de formation où il y a plus de 1000 heures de formation en centre et 600 heures de stage en entreprise. Ça veut dire que c'est vraiment des gens déterminés à faire ce métier. Donc, je trouve ça dommage que voilà qu'on puisse pas qu'ils soient pas plus soutenus par la société, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un sachet comme ça, c'est entre 5 et 7 euros. Mais qu'il est vendu, ça c'est ce qui est capable de payer le consommateur, en tout cas à la campagne. À Paris, on est peut-être un petit peu moins de 10 euros. Ça permet de se payer au SMIC. Ça permet pas d'avoir un salaire correct. Le vrai prix, s'il s'était vendu et que ça se payait correctement un travail de qualité en respectant la ressource, il faudrait peut-être quasiment doubler le prix. Et là, on n'a plus aucun client. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Thierry, effectivement, et par rapport à la deuxième partie de la question tout à l'heure, sur aussi trouver un équilibre avec ce que le consommateur est prêt à payer. Et nous, c'est une question quotidienne, en fait, entre avoir à cœur de favoriser la production française, passer par du circuit court, par des petits producteurs, et pondérer avec ce que le client, la cliente accepte de mettre après quand elle passe à la caisse. Et c'est sûr que à l'heure actuelle, la façon dont est soutenu ou plutôt pas soutenu le secteur impacte aussi nous après les choix qu'on doit faire dans notre sourcing. Faut pas se leurrer, hein. Même en ayant à cœur de faire ce métier au maximum en favorisant les petits producteurs, aujourd'hui je ne connais pas une seule herboristerie de comptoir qui n'a pas recours en partie à des grossistes ou des semi-grossistes parce qu'il y a une réalité après du portefeuille de la clientèle à prendre en compte. Nos intervenants veulent encore répondre et j'ai vu 3 mains se lever, donc on passera ensuite dans la salle. Oui, bien sûr. Je trouve que c'est très bien soulevé la question parce que je pense que c'est vraiment une des prochaines questions à laquelle il va falloir réfléchir collectivement, et merci d'apporter des éléments de réponse. Et je pense qu'il y a des efforts à faire politiquement ou en termes de soutien. Moi, j'ai fait une enquête il y a 2 ans auprès de plusieurs milliers d'élèves qui avaient suivi de personnes certifiées. Je leur ai demandé, par exemple, combien ils étaient à avoir abouti leur projet professionnel. Ils étaient 50% à avoir abouti le projet, et ils étaient 25% à être encore en cours. Je leur ai demandé s'ils en vivaient aujourd'hui.
Et là, je ne sais pas pourquoi, il y en a 45% qui ont répondu pas concernés, mais ils étaient 30% à dire 10% j'en vis et encore parce que j'ai d'autres aides, 17% à dire oui, 3% à dire j'en vive très bien. C'est très minoritaire. Et la fourchette de revenus, c'était de 0 à 1 400 par mois majoritairement. Et dans les enquêtes qualitatives, j'ai beaucoup d'herboristes de comptoir qui me disent « ça fait 3 ans, je commence tout juste à me payer un tout petit salaire qui n'est même pas le SMIC. Alors ça va parce que j'avais des économies où j'ai un conjoint ou une conjointe qui me soutient. » Il y en a d'autres qui s'en sortent bien et il faut avoir vraiment des compétences aujourd'hui en marketing digital, communication, etc. Et y aller vraiment beaucoup, avoir toutes ces compétences en plus. La personne que je citais qui a fait sa gamme de plantes pour les femmes, elle en vit. Elle me disait, je suis contente et je suis surprise parce que je me sors un salaire moyen quand même correct. Pas non plus, voilà, elle s'achète pas une Tesla, mais elle a atteint ce qu'elle voulait. Donc je pense que ça va être une des prochaines questions clés. Et moi, je vais compléter, alors pas en apportant d'éléments de réponse, mais en posant une question sur justement, pour les herboristes de comptoir, éventuellement la guilde des herboristes, dans quelle mesure des activités complémentaires, genre consultation ou atelier, sont rémunérateurs dans cette pratique. J'ai vu des mains se lever, donc je pense que la première, c'était Marie Leroy. Ensuite, il y a une personne à ma droite et puis un monsieur de ce côté-là. Et puis voilà, en quatrième, derrière vous, en fait, monsieur est un premier. Je suis une collègue paysanne herboriste dans le Finistère qui est en train de se battre contre notre président du Conseil général, Maël de Calan, pour harcèlement institutionnel sur son RSA, en fait, parce que donc en installation, voilà, tout ça pour dire qu'on est vraiment pas aidé de tous les côtés, quoi. C'est-à-dire non seulement avec les politiques agricoles communes, non seulement avec les dotations aux jeunes agriculteurs, parce que pour donner des chiffres sur notre métier, c'est très compliqué, mais en plus, quand on est femme séparée, avec une garde alternée d'enfants, etc., et pour mener de front une installation agricole qui est déjà un projet professionnel très, très prenant, elle avait le droit à un RSA pour pouvoir subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille le temps de son installation. Et on vient en plus en fait lui demander des comptes à rendre par rapport à ce droit au RSA. Et je vous invite à aller vous renseigner sur notamment Splend, qui est un média alternatif qu'on a en Bretagne qui documente ce combat-là, donc à soutenir, quoi. Ils sont une poignée de personnes à oser se dresser contre ce harcèlement-là, et on commence à faire beaucoup de bruit parce qu'il y a une vraie chasse aux sorcières aussi sur les vous savez, comment on dit, les gens aidés, les assistés, voilà, j'ai cherché le mot, les assistés qui pompent tout l'argent public, quoi, voilà. Donc, à lire sur Splend, voilà, juste un témoignage. Splend, c'est SPLA2N. Alors, madame, oui, là. Oui, bonjour. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, Thierry, et aussi par l'intervention de France Agrimaire. Quand vous parlez des 28% d'exploitations qui sont en bio, est-ce que c'est uniquement parce que c'est labellisé ou est-ce que ça va au-delà, c'est-à-dire que c'est 28% de bio labellisé et il y a un reste où c'est fait quand même en bio mais il n'y a pas de label? Voilà, je me posais la question. Je pense que c'est toi, Alix, qui est mieux placé pour répondre. Là, ce sont les chiffres officiels de l'agence bio qui dressent la liste des exploitations labellisées bio ou en conversion. Mais ceux qui font du bio sans avoir le label ne sont pas comptabilisés. J'ai vu que le département de la Creuse était blanc. Pourtant, je suis en Creuse. C'était assez marrant de voir cette carte ce matin parce qu'en fait, tous les départements blancs et les zones non blanches, c'est peut-être justement là où il y a le plus de petits producteurs. Il y a une espèce d'inversion entre le visible et l'invisible. Ça veut dire que les politiques publiques prennent en compte les filières longues et les filières industrielles, mais pour l'instant, on est encore invisible en tant que petits producteurs locaux. Parce que du coup, excusez-moi juste pour rebondir, du coup, on peut soupçonner que, vu des fois les coûts imputés au label bio,
il y a quand même peut-être beaucoup plus d'exploitation bio. C'est plus vraiment un problème, je ne pense pas. Moi, quand j'ai commencé, j'ai eu une labellisation bio il y a quelques années, effectivement, enfin il y a longtemps, il y a très longtemps. Effectivement, à l'époque, ça nous coûtait. Aujourd'hui, jusqu'à présent, il y a une aide à la certification, donc je ne pense pas que ça soit ça l'écueil, en fait. Ok, merci. Alors, Non, l'écueil, c'est l'écoulement des produits. On est en train de flinguer l'agence bio. Il y a une campagne de dénigrement de la bio dans les médias. Depuis des années, on est en train de détruire la bio. Et donc, il y a une chute assez forte de la demande en bio. Les grandes distributions ont carrément viré les produits bio des rayons pour développer d'autres choses comme l'agriculture raisonnable ou des choses comme ça. Donc, il y a un assassinat organisé de la bio de part de la grande distribution et des syndicats majoritaires pour que ça ne se développe pas. Donc, c'est ça le problème. Ce n'est pas le coût de la certification. D'accord. Oui, bonjour. Petite question. Juste Thierry, ce que tu disais sur la grande distribution, je rebondis aussi sur les circuits spécialisés qui ne sont pas toujours fair-play en fait vis-à-vis des petits producteurs dans des sorties de gamme par exemple qui font pour les tisanes sans aucune concertation. Voilà, ça c'était juste un petit mot comme ça. Une question au niveau de l'Europe. Est-ce qu'il y a quelque chose à attendre, un coup de boost qui pourrait être donné sur la reconnaissance du métier ou sur l'ouverture de la liste des 148 plantes? Alors, on a été rencontrés avant les européennes avec Audrey Benavent. On a été rencontrés au titre du syndicat simple Benoît Biteau, qui était député européen. On était au Parlement à Bruxelles. Malheureusement, il n'a pas été réélu. Et je pense que la France a vraiment une possibilité de faire bouger les choses au niveau européen. C'est un grand pays qui est reconnu et qui a une force au niveau agricole. Et il nous disait qu'il faudrait d'abord qu'on essaie de faire bouger les choses en France. Et ce qui l'intéressait, par contre, il n'a pas pu le faire parce qu'il n'a pas été réélu. Il n'a pas pu tenir sa promesse. Il a dit, si je suis réélu, ça sera un sujet dont je vais m'emparer. L'idée, c'était de faire une initiative citoyenne européenne. Vous savez, il faut 1 million de signatures avec 8 pays pour que ça devienne une question obligatoire et prioritaire devant le Parlement. Donc ça, c'est un travail qui reste à faire. Mais maintenant, il faut qu'on retrouve un élu européen que ça intéresse et qui croit en ça et pour engager. Et il y avait des possibilités, oui, de moyens, de fonds pour apporter la question. Et on a déjà des contacts en Roumanie, dans différents pays. Donc je pense qu'il y a des choses à faire, mais il faut retrouver un élu à Bruxelles que ça intéresse et qui nous soutienne. Alors, il y avait des mains qui se sont levées à droite. Oui, voilà. Merci. La question, moi je suis frappé, donc moi je suis très très jeune dans votre cénacle. J'ai compris qu'il y a une transformation depuis 2019, et puis bon, Thierry, on avait beaucoup parlé évidemment. Je suis frappé aussi par le nombre d'acronymes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup dans cette salle de différentes instances. Nous avons, je me mets avec vous, des problématiques clairement politiques, on n'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une voix qui pourrait porter tout ça plutôt que des multiples voix? Vous semblez très unis, c'est pas le sujet, mais j'ai un peu d'expérience côté liqueur. Guillaume le sait bien. Franchement, c'est vachement plus efficace de parler à tout le monde, pas qu'un parti politique, il faut parler à tout le monde et d'avoir une seule voix plutôt que de rentrer dans disperser. Peut-être que ça existe déjà, mais c'est pas mon ressenti depuis ce matin. Il y avait eu une petite initiative d'une voix. C'était une pétition qu'on avait mis en place. On avait imaginé ça avec Joël pour soutenir le travail de la mission et pour aider à peser sur le vote. Et donc, il y avait une tribune collective qui avait été publiée dans Libération. Il y avait une pétition qui doit toujours exister quelque part sur Internet. Et on avait fait 30 000 signatures en une semaine. Donc, il y a un potentiel, oui. Il y a du vent dans les voiles. Moi, je sais que j'avais parlé de ça, mais de manière tout à fait informelle, il y a plusieurs fois. J'avais imaginé un slogan extrêmement simple et assez rassembleur et qui permet de ne pas se dire c'est telle ou telle chapelle. Ça aurait été un truc du style « j'aime les plantes ». Et j'aime les plantes, ça dit beaucoup de choses. Et peut-être on a quelque chose à inventer là tous ensemble, un espèce de mouvement citoyen, avec une pétition citoyenne. Et effectivement, je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver. On voit bien qu'on a en face de la mauvaise foi, de la rétorsion qui n'est pas fondée, qui est purement politique, qui est purement idéologique. Et je pense qu'il faudra vraiment... C'est un bras de fer. Mais
on a beau les uns ou les autres peut-être avoir des bras plus ou moins gros les uns que les autres, en fait c'est tous ensemble qu'on y arrivera ou pas du tout. Donc je pense que c'est plutôt une bonne idée ça. Ouais. Et voilà, il faut se trouver effectivement un nom, un slogan, quelque chose de simple qui parle et que les gens comprennent, quelque chose de pas trop compliqué. Et je pense que ça peut répondre. Ouais. Oui, moi je suis assez d'accord. Je trouve qu'on est passé d'une filière qui était totalement invisibilisée à une filière qui s'est structurée avec effectivement tous ces acronymes. Parfois on en a un peu le tournis dans les colloques. Et on s'est déjà dit entre nous, pourquoi pas faire une fédération ou quelque chose qui regroupe tout ça. Et j'aime les plantes, moi ça me plaît bien. Ça sera peut-être aussi une des prochaines réflexions collectives et actions collectives à avoir. Ouais. Alors peut-être une toute dernière question et puis après on terminera cette table ronde pour passer à la suivante, après la pause. Anouk de la Guilde française des praticiens en herboristerie. En fait, c'était pour répondre à ta question, Sabrina, sur les activités complémentaires comme les balades ou les ateliers. Et oui, c'est quelque chose qui est pratiqué aussi, en plus du conseil, mais c'est pas ça qui va être le plus rémunérateur. Ça nous permet plus de nous faire connaître aussi auprès du public et d'avoir, oui, une activité, mais c'est plus... oui, voilà. De connaissances, et après les gens se disent ah oui tiens on nous connaît et donc j'aimerais bien pourquoi pas être accompagné, voilà, c'est plus ce genre de choses là. Et après il y a aussi pas mal de personnes qui sont praticiennes qui sont aussi formateurs dans certaines écoles ou dans certaines écoles, j'entends aussi les CFPPA, etc. Et donc ça aussi ça participe à un complément de revenus, mais à l'heure actuelle c'est pas non plus un métier qui est pour l'instant suffisamment rémunérateur tout seul. Voilà. Excusez-moi, votre guilde, oui, par rapport à l'association des herboristes de France, quelle est la différence, l'articulation? Oui, alors l'association des herboristes de France, c'est vraiment pour les herboristes de comptoir, et la guilde des praticiennes en herboristerie, ce sont les personnes qui font du conseil, uniquement du conseil, qui ne vendent pas de plantes, mais qui accompagnent les personnes sur un long terme pour des problématiques de santé particulières. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais j'ai essayé de faire court. Très clair. Alors, merci aux intervenantes. Excusez-moi, juste, oui. Ce n'est pas une question, donc je voulais savoir si je voulais juste donner une petite précision. Oui, je suis de l'agence bio, donc voilà. Alors, effectivement, on a été attaqué, le bio est attaqué, mais je voulais juste signaler qu'on était encore là. Voilà. À vos côtés, que ce soit en communication, on lance une étude PAM très bientôt. On est en relation évidemment avec France Agrimaire et avec Plantes Actives. Et nous avons un fonds Avenir Bio qui est un fonds en fait de soutien aux filières bio. Et on a soutenu une douzaine de projets depuis 2008 en matière de plantes à parfum aromatiques et médicinales. Donc voilà. Et nous continuerons. Nous avons encore 8 millions, un peu plus de 8 millions cette année, dans le cadre de ce fonds Avenir Bio. Donc, nous sommes toujours là et nous sommes avec vous. Merci d'être là.